Ce soir, sous les projecteurs de Sans Réserve, L'homme aux chaussettes rouges, c'est le titre d'une œuvre littéraire de 189 pages. C'est aussi et surtout l'histoire du fondateur de Bloomfield Investment Corporation, une agence d'évaluation du risque de crédit qui est pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale l'équivalent de Moody's, de Fitch ou de Standard Poor's pour le reste du monde. Sa spécialité, évaluer la capacité d'une entreprise ou d'un État à rembourser ses dettes, surnommée par beaucoup le loup de la finance africaine. Stanislas Zézé s'ouvrira ce soir, on l'espère, sans réserve, sur plusieurs grands sujets qui font l'actualité sur le continent africain. Le climat des affaires régionales à l'aune des coups d'État répétitifs dans la sous-région, les enjeux économiques à l'ère de la guerre de positionnement géostratégique sur le continent, le sentiment anti-français dans la région et les clins d'œil faits à la Russie, la Côte d'Ivoire, sa santé financière, sa classe politique, son avenir, la politique ivoirienne et tous les grands sujets seront soumis à la grille de lecture de Stanislas Zézé ce soir. Stanislas Zézé, bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant d'ouvrir cet entretien, vous êtes un habitué de cette émission. Nous allons vous proposer à vous et à nos téléspectateurs ce portrait. Stanislas Zézé est le président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, la première agence de notation financière francophone spécialisée dans l'évaluation du risque crédit. Une agence présente dans plusieurs pays d'Afrique francophone et anglophone, mais aussi en France et en Angleterre. C'est en 2007, après avoir démissionné de son poste de directeur régional de risque crédit pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre chez Shell Oil Product Africa, que Stanislas Zézé fonde l'entreprise Bloomfield Investment Corporation. À force de travail et d'abnégation, il arrive à la positionner comme une grande agence de notation financière, incontournable aussi bien sur l'échiquier national qu'international. Dans sa volonté de contribuer au développement économique du continent, il réussit à faire introduire la notation financière obligatoire sur le marché des capitaux de l'UEMOA et à faire institutionnaliser la conférence Risque-Pays Côte d'Ivoire. Un outil de prise de décision tant pour le secteur public que privé. Diplômé entre autres d'un master d'administration publique avec une spécialisation en gestion de risques financiers et en planification stratégique pour le développement économique, obtenu à l'Université de Michigan, Stanislas Zézé a également étudié les sciences politiques à Eastern Michigan et le droit des affaires à l'Université de Nantes en France. Il a consacré une grande partie de sa carrière au poste de gestionnaire de risques financiers et opérationnels dans plusieurs institutions de renom aux États-Unis, telles que la Banque mondiale à Washington, la National Bank of Detroit à Michigan, avant d'intégrer la Banque africaine de développement dès son retour sur le continent africain en 2001. Dans son parcours, Stanislas Zézé, père de 2 enfants, a toujours pu compter sur le soutien de Jeanne Sissoko Zézé, son épouse, ingénieure financier et actionnaire administrateur de Bloomfield. Au-delà de sa réussite professionnelle, le financier a à son actif plusieurs distinctions, dont le prix de la gouvernance d'entreprise au leadership en 2014 et a reçu le prix du meilleur financier de l'année de Financial Afrique, le leader de l'information financière en Afrique, en 2018. Décoré officier de l'Ordre national par la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire en août 2019, Stanislas Zézé a par ailleurs fait la une du magazine Forbes Afrique. Stanislas Zézé, c'est aussi un style vestimentaire, avec pour particularité ses chaussettes rouges. D'ailleurs, pour partager avec les autres son parcours riche et inspirant, il a proposé à tous les lecteurs L'homme aux chaussettes rouges. À travers les 184 pages de ce livre, coécrit avec Pacom Christian Kipré, sur la vie de Stanislas Zézé, 20 pages photos, des citations inspirantes, le loup de la finance décrit des facettes de sa vie, parsemées d'embûches et de défis relevés, notamment son adolescence, son environnement familial, sa spiritualité et ses valeurs. L'économie africaine à la loupe de ce financier, les conséquences des situations sociopolitiques instables sur nos économies, la santé économique du pays, l'endettement, seront entre autres les thèmes abordés dans ce numéro de Sans Réserve. Stanislas Zézé, le 11 août dernier, vous présentiez à la Côte d'Ivoire et au monde L'homme aux chaussettes rouges. Vous parliez évidemment de vous. Vous dites, ce bouquin a été écrit, a été produit dans le but d'incarner l'espoir et le changement aux yeux de toute une génération galvanisée par la promesse d'une Afrique meilleure. D'où vous vient ce leitmotiv? Alors, en réalité, je suis suivi par beaucoup de jeunes
africains du continent, de la diaspora. Et je me suis rendu compte que ces jeunes avaient besoin de repères. Et je regarde un peu tout ce qui se passe sur Internet. Les repères qu'on leur propose sont généralement des repères ponctuels. Et je crois qu'ils avaient besoin d'avoir tout le parcours de ces personnes qu'ils voyaient comme modèle. Et moi, je suis une de ces personnes. Et je me suis toujours dit que je le devais ça, d'écrire ce livre. À travers ce livre qui est festif, avant tout, mais qui aussi fait ressortir des valeurs qui permettraient, à mon sens, à ces jeunes-là de comprendre ce qu'il faut, les clés de la réussite dans la vie de quelqu'un. Dans ma vie, ce sont des valeurs qui m'ont aidé à arriver où je suis et j'espère que ces valeurs pourront aussi les aider. Sur une échelle de 1 à 5, si vous devriez classer ces valeurs, vous commenceriez par quoi? Je commencerai par le courage. Le courage, l'abnégation, la résilience et surtout compter sur soi-même d'abord. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Beaucoup de jeunes ont tendance à malheureusement accuser les autres pour ce qui leur arrive ou ce qui ne leur arrive pas. Et je l'ai dit, tout ce qui doit vous arriver qui vient de quelqu'un d'autre devrait être un bonus. Il faut compter sur soi-même d'abord. Et vous dire que vous êtes le seul responsable de votre réussite va certainement vous encourager à prendre des bonnes décisions. Après le courage? Après le courage, je dirais la résilience. Parce que vous avez énormément de chocs dans la vie. Moi, j'ai subi beaucoup de chocs. Votre capacité à absorber ces chocs-là vont vous permettre justement d'aller de l'avant. Alors, vous avez reçu beaucoup de chocs. Vous avez pris votre destin en main aussi. Vous le racontez dans le livre, notamment à travers vos différentes démissions que vous évoquez. Démission de la Banque mondiale, pour la BAD, démission de la BAD pour Shell et encore démission pour créer Bloomfield Investment Corporation. Vous êtes un serial démissionneur, disons les choses comme ça. Est-ce que c'est une manière aussi de se prendre en main, de prendre son destin en main? Est-ce que c'est ce message que vous véhiculez à travers ce livre aux jeunes Africains? Absolument. Je crois qu'à un moment donné, mon père m'a toujours dit, quand vous êtes dans une structure et que les règles ne vous plaisent pas, ça ne sert à rien de vous plaindre. Partez, soit vous créez vos propres règles, ou vous allez ailleurs, vous pensez que les règles seront meilleures. Et je crois que la capacité de justement décider de ce qu'on veut devenir est quelque chose d'extraordinaire. Je ne démissionnais pas pour démissionner, je démissionnais pour certainement créer de nouvelles opportunités. J'ai toujours pensé que j'ai toujours été très attaché au développement de l'Afrique et je pensais qu'à travers les institutions de Bretton Woods, je pouvais justement participer à ces développements. Je me suis rendu très vite compte que ce n'était pas le cas. Et je me suis dit, parce que je crois que malheureusement, beaucoup de pays africains, en tout cas à l'époque quand j'y étais, on pensait que ces institutions avaient pour vocation de développer les pays. Non, elles venaient en appoint. La responsabilité du développement d'un pays réside dans les leaders de ce pays-là. Ce que vous obtenez de ces institutions sont, si vous voulez, un complément de ce qu'on appelle l'aide au développement. L'aide au développement, mais pas le développement. Donc, et malheureusement, beaucoup de pays déléguaient justement leur stratégie de développement, déléguaient justement ces stratégies-là à ces institutions qui n'avaient pas pour vocation à justement mener le développement du début jusqu'à la fin. Et j'ai réalisé très rapidement que les pays africains devaient mettre l'accent sur le développement de leur secteur privé qui permettrait justement de développer leur pays, le secteur privé. Et c'est la raison pour laquelle je suis rentré à Shell pour voir ce qui se passait au secteur privé, mais je me suis rendu compte qu'il s'agissait plutôt du secteur privé domestique, secteur privé local, l'importance des entreprises nationales, l'importance des entreprises domestiques qui devraient justement pouvoir contrôler l'économie domestique. Et vous allez regarder dans la majorité des pays africains, malheureusement, les entreprises domestiques sont très fragiles. Vous avez des tissus économiques qui sont généralement constitués entre, disons, 90 et 98%
du tissu économique est constitué de PME qui ne contribuent qu'à 18 à 20% de la richesse. Et ça devrait être le contraire. Pour que vous puissiez être un pays qui se développe, qui performe et qui est résilient, il faut que les entreprises locales soient renforcées. Donc si vous avez des entreprises locales qui ne contribuent qu'à 20% de votre richesse, ce que ça veut dire, vous avez 5% de votre tissu économique constitué d'entreprises qui ne sont pas des entreprises étrangères, qui génèrent 80% du PIB. On vous présente comme le loup de la finance africaine. Ce que vous venez de faire, c'est de décrire les problèmes. Bien souvent, avec l'élite africaine, on a des descriptions en un point finir, mais il peut manquer aussi de propositions pour changer le paradigme. Si on devait aller dans le sens des propositions, ce serait lesquelles ? Les propositions sont simples. Il faut renforcer les capacités des entreprises locales. Donc, là, quand on parle de la notion de champions nationaux, c'est bien ce qu'on veut exprimer. Renforcer la capacité des entreprises nationales de sorte à ce que ces entreprises nationales soient celles-là qui dominent l'économie domestique. Il y a des exemples sur le continent qui se sont déjà faits. Prenez l'exemple du Nigeria, par exemple. Je crois qu'un champion national, ce n'est pas forcément une entité qui se développe ou qui se développe toute seule et qui atteint une taille critique pour pouvoir compétir régionalement, international. C'est une entreprise que l'État porte, c'est ce que vous dites ? C'est une entreprise qui est portée par une stratégie de l'État pour justement l'emmener à un niveau qui pourrait lui permettre de compétir international et d'être représentative et de pouvoir aussi justement avoir une taille critique pour créer des emplois, créer de la richesse. Mais évidemment, c'est une volonté politique sur des critères économiques. Donc évidemment, une volonté politique d'avoir ces champions-là qui pourraient dominer l'économie, mais sur des critères purement économiques. Donc des structures qui ont déjà fait leur preuve et dont on crée un environnement autour, un écosystème qui leur permettrait d'atteindre un certain niveau. Est-ce que vous vous considérez vous-même comme un champion national ? Mais c'est ce que je dis, un champion national, ce n'est pas quelqu'un qui se fait tout seul. Un champion national... Non, je n'ai pas dit que vous vous faites tout Voilà. seul. Hein. Moi, je pose la question de façon globale. Non, pour l'instant, je me fais tout seul. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est qu'un champion national, pour moi, c'est, vous savez, plusieurs entreprises ou entrepreneurs qu'on choisit et autour d'eux, on crée une stratégie pour emmener ces champions-là à un certain niveau qui leur permet d'avoir suffisamment de coups de franche pour pouvoir compétir régionalement, international et avoir une taille suffisamment importante pour pouvoir justement créer suffisamment d'emplois, suffisamment de richesses. Et dans une situation de crise et de choc extérieur, ce sont ces champions qui sont capables justement de financer l'économie à travers acheter des bons, des obligations de l'État, par exemple, qui permettraient à l'État justement de rester toujours en flot. Est-ce que c'est une pratique qui est récurrente dans les économies libérales ? Oui. Vous regardez les États-Unis, vous regardez les pays libéraux, vous verrez bien que justement, il y a des champions. Prenons juste la France, par exemple. Bouygues, Dassault, Total Énergie et tout ça, sont des champions qui ont été construits de toutes pièces. Ce ne sont pas des structures qui se sont créées toutes seules et qui ont atteint ce niveau-là. On ne peut pas atteindre ce niveau de développement sans qu'autour, il y ait une stratégie étatique pour pouvoir emmener ces entreprises-là à ce niveau-là. Le rôle de l'État serait, par exemple, pour beaucoup en tout cas, de créer un cadre propice à l'investissement. Est-ce que le rôle de l'État, comme vous l'indiquez, c'est de hisser des entreprises nationales au rang de champions nationaux ? Non. Quand on dit le rôle de l'État, l'État a plusieurs rôles. Évidemment, l'État, son rôle est de créer l'environnement qui permettrait à chaque entreprise d'avoir l'opportunité de créer, ou de créer ses propres opportunités. Mais là, nous sommes en train de parler d'un programme spécifique. C'est cela. Le programme spécifique, c'est d'emmener un certain nombre de structures dans chaque secteur d'activité qui ont été choisies pour les propulser à un niveau qui leur permettrait d'être des champions nationaux et d'être compétitifs à tous les niveaux. Donc vous ne vous considérez pas comme un champion national ? Enfin, selon vous faites vous-même ? Moi, je suis une entreprise qui
qui Il y a crée quand de même la des valeur. marchés avec Non, qui l'État, crée avec de la notre valeur. État de Côte d'Ivoire. Non, il ne suffit pas d'avoir des marchés à l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Un champion national, ce n'est pas quelqu'un qui a bien des plus. championnats, qui a des contrats avec l'État. Non, ce n'est pas ça. Ce que je dis, c'est quand vous prenez un Dangote, par exemple, c'est un champion national autour duquel on a créé un certain nombre de conditions qui lui ont permis d'arriver à ce niveau-là. Sinon, les entreprises prospèrent, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire, surtout que c'est une économie qui est libérale et qui donne l'opportunité à beaucoup d'entreprises de se développer. Donc vous avez des gens qui atteignent un certain niveau de développement, oui, mais dans cette notion de champion national où on pense que les entreprises doivent arriver à un niveau de compétition internationale, oui, ça, vous avez très peu. Surtout dans les pays francophones, vous en avez très peu. Stanislas Zézé, vous et nous avec, entendons régulièrement le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui porte la politique gouvernementale en la matière, dire que le secteur privé est le moteur de la création de la richesse. Plusieurs initiatives sont annoncées, sont prises justement pour susciter ces champions nationaux-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est sur la bonne voie déjà ? Oui, je pense que déjà, décider de le faire, c'est déjà être sur la bonne voie. Maintenant, c'est quelque chose qui prend du temps. Je crois qu'aujourd'hui, il faut les identifier, il faut mettre en place ce mécanisme-là, et puis observer, et puis on voit dans quelques années, voir ce que ça donne. Comment on les identifie ? C'est par la beauté de leurs idées, c'est Non, par leur capacité financière, leur Non. efficacité sur le terrain, leur capacité à avoir des marchés. Comment on les identifie ? On les identifie par des critères économiques, comme j'ai dit, déjà des entreprises déjà établies, qui ont fait leurs preuves, qui sont capables de performer, qui déjà sont des entreprises à succès. Et maintenant, le mécanisme qui est mis autour de ces entreprises, c'est justement de décupler leur capacité et leur taille. Donc, vous avez des entreprises qui ont une taille moyenne, mais qui performent. Et ce que vous voulez faire, c'est de les emmener à un niveau où elles performent de façon internationale, où elles ont une taille qui est suffisamment importante pour qu'elles deviennent des mastodontes qui pourraient compétir à travers le monde avec toutes les entreprises qui sont de cette taille-là dans le monde. Ce que vous êtes en train de dire est carrément aux antipodes de la promotion des multinationales dans nos pays africains. Les multinationales sont présentes un peu partout dans nos économies africaines. Pour vous, selon ce que vous venez de dire, on doit privilégier nos champions nationaux un peu plus pour que l'économie se voit renforcée dans nos pays. Mais les multinationales, ce sont des champions de quelqu'un d'autre. Justement, ces multinationales sont des champions d'autres pays qui ont justement été autour desquels ils ont créé des conditions pour permettre à ces entreprises de devenir des multinationales et d'aller justement compétir partout dans le monde. Je vous ai parlé tout à l'heure de Total Energy, de Alstom, de ExxonMobil. Oui, ce sont des multinationales, mais dans leur pays, sont des champions nationaux. Donc c'est exactement de ça qu'il s'agit. Donc on ne le fait pas contre les autres. Non, on le fait pour son pays. On ne le fait pas contre les autres. Quand les Français le font, quand les Américains le font, quand les Chinois le font, ils ne le font pas contre les autres. Ils le font pour eux-mêmes. Et la preuve aujourd'hui, évidemment, vous allez sur tous les marchés, ce sont ces multinationales-là qui dominent quasiment tous les marchés. Stanislas Zézé, revenons à ce livre, L'homme aux chaussettes rouges. Vous racontez plusieurs anecdotes qui montrent bien que vous avez été, à la limite, marqué par la paresse des Africains dans certaines institutions. Racontez-nous cela. Alors, c'est ce que j'ai constaté malheureusement dans certaines institutions, c'est que je crois que les Africains, malheureusement, dans ces institutions, prennent des positions un peu passives. Et ça, ne donne pas suffisamment de la voix sur certains sujets. Vous savez, quand vous êtes dans une institution, surtout dont les projets sont financés par les cotisations des membres, évidemment, ceux qui cotisent auront plus de voix. Et dans certaines de ces institutions où j'ai été, je me suis rendu compte que c'était les non-Africains qui cotisaient plus que les Africains pour des projets en Afrique. Évidemment, ceux qui cotisent, ce sont eux qui prennent des décisions. Donc, avoir une institution qui s'appelle l'institution africaine, ça ne suffit pas. Il s'agit maintenant de mettre
La main à la poche. la main à la poche pour pouvoir justement financer tous ces projets-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous regardez dans différentes institutions qui sont supposées être des institutions continentales, il y a seulement qu'en Afrique que vous avez des institutions avec des pays qui sont non africains, ce qui n'est pas le cas dans les autres institutions. Et donc je crois qu'à un moment donné, il va falloir que les Africains s'approprient eux-mêmes le développement parce que c'est leur responsabilité, c'est la responsabilité de personne d'autre. Et ça, c'est des choses qui m'ont énormément dérangé dans ces institutions-là. Et une fois, d'ailleurs, à la Banque mondiale, on devait accorder un prêt de 4 millions de dollars. Je me rappelle bien, c'était dans les années 90. C'est cela, vous le relatez dans le livre. Voilà, un pays africain. Et donc, c'est le chef d'État, il me semble, qui devait venir pour la signature. Et il a affrété un Concorde. Un avion Concorde qui coûte cher. Ouais, qui coûte extrêmement cher. Mais même le principe d'être pays sous-développé, pays pauvre, et d'affréter un Concorde pour venir pour une signature d'un don, il me semble que c'était un don, ça gênait, c'était très gênant d'ailleurs. Et d'ailleurs, mes collègues se moquaient de moi. Mais c'est des petites choses comme ça qui font que malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup de pays africains déléguaient leur développement à ces institutions qui n'ont pas vocation à développer les pays africains, ni quelques pays que ce soit. Parlant de développement des pays africains, est-ce que l'Afrique peut se développer avec ces fameux coups de force, coups d'État à répétition, mais bien sûr que dans la sous-région ouest-africaine notamment? Écoutez, je pense que l'Afrique peut se développer, mais il est important que l'Afrique repense justement sa stratégie de développement, que ce soit son modèle économique, que ce soit son modèle politique. Il est extrêmement important aujourd'hui. Je crois qu'avec tous ces chocs extérieurs, on a bien vu que la position de l'Afrique est encore très fragile. La Covid est venue rappeler à l'Afrique que l'Afrique était complètement dépendante et qu'elle avait délégué son développement dans cette logique de mondialisation, où évidemment elle déléguait complètement toute sa production. Et une fois que les frontières sont fermées, vous vous retrouvez dans une situation où en réalité, vous vous rendez compte que vous ne produisez absolument rien. Donc il est extrêmement important. L'Afrique ne produit rien, c'est ce que vous dites? Oui. Qu'est-ce que l'Afrique produit finalement? Non, l'Afrique vend ses matières premières. Aujourd'hui, cette logique de transformation, ce n'est même pas une stratégie innovante. Non, c'est une nécessité, c'est une question de survie. Il est extrêmement important qu'aujourd'hui, les politiques économiques africaines soient repensées dans cette logique de transformation, mais de transformation rapide, parce que l'Afrique a perdu trop de temps. Vous savez que ces chocs-là, comme la Covid, peuvent arriver à tout moment. Il faut que l'Afrique soit suffisamment prête pour absorber un tel choc s'il se produisait à nouveau. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est arrivée à un niveau où elle doit vraiment repenser sa politique économique et repenser son modèle politique également. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire, notre pays, à la lumière de ce développement que vous venez de faire sur la transformation, notamment des matières premières, est-ce que vous avez l'impression que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie quand on sait que les ambitions du gouvernement ivoirien consistent notamment à transformer au moins 50% de notre cacao? Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie? Je crois que la Côte d'Ivoire a compris une chose très vite qui est extrêmement importante, c'est évidemment, avant la transformation, il faut déjà penser à diversifier son économie. Ce qu'elle a réussi à faire très rapidement, et ce qui lui a conféré une capacité d'absorption de chocs extraordinaire. On a vu le choc des coûts de cacao il y a quelques années, elle a pu absorber parce que justement, elle est rentrée dans une logique de diversification. Elle a commencé sa transformation, qui est encore lente à mon avis, mais elle est rentrée dans cette logique de transformation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un pays avec tous les secteurs d'activité qui sont des secteurs d'activité d'opportunité. Maintenant, il faut avoir des stratégies de transformation qui soient un peu plus rapides. Et il faut investir surtout dans la recherche et le développement. On ne peut pas attendre que les autres transfèrent leur technologie, ils ne le feront pas. Pourquoi ils devraient le faire? Il est extrêmement important que dans cette logique de transformation, que ce pays investisse massivement dans la recherche et le développement pour développer ses propres technologies,
afin de rapidement arriver à ce niveau de transformation de son économie. Elle est sur la bonne voie, mais il s'agit aujourd'hui d'aller un peu plus vite et puis aussi de ne pas négliger le volet recherche et développement. Stan Zézé, si on met en place, si on fait la promotion de la recherche et du développement, on met en place toutes les stratégies que vous avez évoquées pour sortir l'Afrique de sa léthargie et qu'on continue d'avoir sur le continent du favoritisme et de la corruption, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que ce ne sont pas là les principaux mots? Non, ce sont des mots, hein, et la corruption et le favoritisme, c'est partout, hein, c'est pas une tare de l'Afrique, sauf que les autres mettent en place des systèmes de contrôle qui permettent justement de réduire au maximum justement cette mauvaise gouvernance, hein, cette corruption et tout le reste. C'est une question d'organisation. Les systèmes de contrôle, justement, permettent de réduire de façon significative tous ces éléments négatifs au développement. Et tout ça part, justement, des modèles politiques qui sont choisis. Et si vous avez des modèles politiques qui favorisent, si vous voulez, le renforcement des institutions, au lieu de renforcer les hommes, vous allez vous trouver dans des systèmes où votre système de contrôle sera très efficace parce que les institutions se contrôleront les unes les autres. Mais si vous mettez l'accent sur renforcer la position et la force des hommes, évidemment, vous vous retrouvez dans des systèmes où les pouvoirs sont concentrés et finalement, c'est les mêmes personnes qui décident pour tout. Voilà. Stan Zézé, la sous-région ouest-africaine a été marquée par 3 coups de force, le Mali, le Burkina, la Guinée. Chez nos confrères qui vous ont accordé une interview récemment, vous indiquiez qu'il faut aller au-delà de la simple condamnation de ces coups de force. Il faut réfléchir aux causes. Est-ce que ce n'est pas une manière d'encourager ces coups de force? Non, pas du tout. Pas du tout. De toute façon, ils n'ont pas attendu qui que ce soit pour les faire. Hein. Ils le font quand ils veulent. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il est extrêmement important de comprendre pourquoi il y a des coups de force. Est-ce que c'est parce que les modèles politiques ne sont plus adéquats? Est-ce que c'est des modèles politiques qui créent suffisamment de frustration que certains gens, finalement, décident qu'ils prendront les choses en main? Et c'est ça qu'il faut réfléchir. Il faut avoir cette réflexion-là en profondeur pour comprendre quelles sont les raisons de ces coups de force. Vous avez une idée en tête sur les raisons de ces coups de force? Non. Et sur des solutions, notamment? Non, je crois que, comme je disais tout à l'heure, les systèmes politiques qui mettent l'accent sur des séparations strictes de pouvoir, qui permettent de créer un équilibre de pouvoir, sont ceux-là qui certainement éviteraient ce type de changement de pouvoir politique. Il faut mettre l'accent sur des systèmes politiques qui créent un équilibre de pouvoir, de sorte à ce qu'il y ait cette balance de pouvoir, de sorte à ce qu'il y ait des institutions qui soient très fortes. Et je crois que ça vient certainement des frustrations. Mais il est important de comprendre en profondeur, en discutant, en mettant en place des plateformes qui permettraient de rentrer en profondeur. Évidemment, les sanctions sont une façon de montrer que ce n'est pas acceptable d'avoir des coups de force pour le changement de pouvoir, oui, mais il est important, au-delà de ça, de s'asseoir et de commencer à se poser des questions. Pourquoi, malgré les sanctions, il y a quand même d'autres coups d'État qui se font? Peut-être que s'il n'y avait pas de sanctions, les coups d'État allaient être plus nombreux que ceux auxquels on a eu droit. Je ne crois pas. Est-ce que... Pour vous, les sanctions sont inefficaces? Non, ce n'est pas que les sanctions qui sont inefficaces. Ce que je dis, c'est qu'il est extrêmement important de comprendre pourquoi il y a des coups d'État. Je ne suis pas certain que quelqu'un s'est posé cette question, parce que moi, je n'ai jamais vu des débats là-dessus pour comprendre pourquoi il y a des coups d'État. Évidemment, chaque région et chaque groupement de pays met en place un certain nombre de règles
pour gérer l'environnement sociopolitique. Donc les sanctions sont celles-là qui sont prises parce que justement on veut marquer que ce n'est pas une chose acceptable. Mais ceci dit, finalement, si malgré ça, il y a d'autres coups d'État qui se mettent en place, ça veut dire que peut-être qu'à un moment donné, il est au-delà des sanctions, il est important de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui cause ces coups d'État-là. Pour beaucoup, le pourquoi et la raison de ces coups d'État, c'est parce que la classe politique africaine aurait échoué. Est-ce que vous partagez cet avis ? Écoute, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit une question d'échec. Je crois que les raisons peuvent être plus profondes que juste constater un échec. C'est pourquoi je dis il est extrêmement important pour moi qu'il y ait des débats sur le sujet de pourquoi les coups d'État. Parce que nous ne sommes plus dans cette période où il y a... les coups d'État datent de très longtemps. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une époque où c'est quelque chose auquel on penserait systématiquement pour un changement de régime. Donc, ça veut dire qu'il y a des vraies discussions à avoir, des vraies réflexions à avoir, mais des discussions ouvertes, des débats ouverts. Et c'est peut-être aussi une des choses qui devrait peut-être être améliorée sur le continent, c'est la logique de débat ouvert, de débat franc. Un débat contradictoire, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est contre l'autre, c'est un débat contradictoire, un débat d'idées où les gens expriment ce qu'ils pensent et où les gens ont l'opportunité d'exprimer leur honnêteté intellectuelle et de justement aborder les problématiques qui minent malheureusement ce continent. Ça me disait, puisqu'on parle de coups d'État, les conséquences de ces coups d'État, évidemment, les répercussions sur les échanges commerciaux et les affaires en général dans la région. Ben ouais, écoutez, vous savez, la perception du risque que les investisseurs ont sur un pays peut être exacerbée par justement ces coups de force. Ceci dit, on a bien constaté qu'aujourd'hui, les gens ont compris l'importance de rassurer les investisseurs. Donc je crois que généralement, quand il y a les coups de force, la première chose, c'est que ceux qui viennent rassurent les investisseurs sur les contrats qui sont déjà signés, sur tout ce qui est en place. Et en réalité, si vous voulez, c'est de dire rien ne changera. Et donc ça, c'est déjà montrer qu'aujourd'hui, les gens qui prennent les pouvoirs ont compris qu'il est extrêmement important de prendre en considération la perception que les gens pourraient avoir sur le risque qu'investir dans ces pays où il y a ces coups de force peut représenter. Parce qu'évidemment, vous comprenez que les investisseurs ont le choix. Ils peuvent investir dans votre pays ou investir dans plusieurs autres pays. Donc s'ils doivent rester dans votre pays, ils veulent se rassurer que les investissements ne sont pas à risque. Justement, est-ce que votre travail de notation financière permet à vos clients, aux entreprises, aux États, de mieux se financer et aux investisseurs notamment d'identifier de nouvelles opportunités ? Oui, l'idée en réalité, c'est d'établir la cartographie des risques des pays. Mettre en relief les forces, les faibles, les opportunités. Et ces tableaux de bord permettent aux investisseurs de mieux comprendre cette cartographie de risques d'investissement, donc de savoir quelle est l'opportunité d'investir, quel retour sur investissement auquel ils pourraient s'attendre et quel est le risque qu'ils prennent de perdre leurs investissements. Et pour les pays concernés, c'est l'opportunité pour eux de comprendre comment on les perçoit en tant que destination d'investissement, par exemple, et ajuster là où il y a des faiblesses. Mais c'est surtout reconnaître les faiblesses et dire pourquoi ils ont des faiblesses et dire qu'est-ce qu'ils mettent en place pour justement répondre à ces faiblesses-là et puis accentuer les points positifs. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de liaison qui permet aux investisseurs et aux pays qui reçoivent les investissements d'avoir une discussion sur des bases concrètes. Et cela veut-il dire que dans la zone ouest africaine, comme il y a eu 3 coups de force dernièrement, c'est une zone où les investissements ne sont pas bons ? Non, pas du tout, ça ne veut pas dire ça du tout. Vous savez, chaque pays, dans une évaluation, on prend en considération les paramètres qualitatifs et les paramètres quantitatifs. Un coup d'État en lui-même n'est pas une bonne chose, mais nous allons évaluer l'impact de ce coup d'État particulier. L'impact sécuritaire notamment. Exactement.
Donc, on ne peut pas généraliser les coups de force. Nous faisons des évaluations pour voir quel est l'impact réel de ce coup de force sur l'environnement des affaires du pays concerné. Donc, si vous voulez, c'est au cas par cas et c'est analyse après analyse. Avant de passer à autre chose, Stan Zézé, dans cette région de l'Afrique, de plus en plus, on a l'impression qu'il y a un sentiment anti-français qui se développe et un clin d'œil de beaucoup d'Africains vers la Russie en tant qu'élite africaine, en tant qu'économiste financier de renom. Quel regard jetez-vous sur ces sujets ? Je crois que je l'ai dit il n'y a pas longtemps sur RFI, je ne crois pas qu'il y ait un sentiment anti-français. Qu'est-ce qu'il y a alors ? Il y a un sentiment anti-politique française en Afrique, ce qui est quelque chose de complètement caractérisé par les décisions qui sont prises et qui sont malheureusement mal perçues par les Africains, qui ont peut-être l'impression qu'il y a encore une domination, il y a encore si vous voulez, une position très forte de la France-Afrique d'ailleurs. Donc je crois que c'est surtout ce que les gens, à mon avis, dénoncent, parce qu'il y a quand même, il faut comprendre que les environnements évoluent. Vous avez une Afrique qui est de plus en plus jeune, avec des jeunes qui sont de plus en plus décomplexés, dont la relation que leurs parents et leurs grands-parents avaient avec les politiques françaises n'est plus la même. Les choses ont changé. Peut-être qu'il serait temps que la France aussi peut-être revoie la copie de sa politique étrangère en Afrique. Je crois qu'à mon avis, il n'y a aucun sentiment anti-français vis-à-vis des Français, parce que quand on dit sentiment anti-français, c'est si comme les Africains commençaient à ne pas aimer les Français, ce qui n'est pas le cas. Par contre, le clin d'œil à d'autres nations, je crois qu'il faut que les Africains réalisent qu'il est extrêmement important de penser plutôt à leur indépendance, plutôt que de choisir un camp par rapport à un autre. Il est extrêmement important de choisir leur propre camp. Et leur propre camp, c'est leur propre pays. Donc, mettre en place des stratégies qui leur permettraient progressivement d'être justement indépendants et qu'ils n'aient pas à être mis dans des situations où ils devraient choisir un camp plutôt qu'un autre. Il faut comprendre que les relations internationales ou les relations bilatérales entre pays, ce sont des relations d'intérêt. Ce sont des relations d'intérêt, donc il est extrêmement important que les Africains pensent à leur intérêt plutôt qu'à penser à choisir un camp plutôt qu'un autre. Stanislas Zézé, les grandes institutions de notation financière, Moody's, Fitch, font leurs évaluations en dollars essentiellement. Vous avez décidé, vous, choisi de faire vos évaluations en monnaie locale. Pourquoi ? Est-ce que c'est à l'avantage des pays, de vos clients notamment ? Vous savez, quand vous faites une notation financière en dollars, ce que vous dites, que vous allez évaluer la capacité de ce pays ou de cette entreprise à faire face à ses obligations financières en dollars. Ce qui présume que vous allez regarder le niveau de réserve soit du pays ou de l'espace économique auquel appartient ce pays. Et nos économies, pour l'instant, même si elles ont commencé à lorgner la transformation, sont encore des économies de rente. Donc, ils vont vendre les matières premières, obtenir des réserves, obtenir des devises et utiliser ces mêmes devises pour importer des produits finis dont ces pays ont besoin. Et donc, au final, vous avez des niveaux de réserve des devises qui sont faibles. Donc, systématiquement, dans ce cas-là, vous avez des pays qui auront toujours de mauvaises notes, qui seront condamnés à avoir de mauvaises notes, parce que vous pouvez être pauvre en dollars, ça ne veut pas dire que vous êtes pauvre, vous pouvez être très riche en CFA et pauvre en dollars. Donc, nous, on parle du principe où il est important d'établir la qualité de crédit de ces pays dans leur propre monnaie. Et c'est leur propre monnaie qui va déterminer justement leur capacité à faire face, leur capacité intrinsèque à faire face à leurs obligations financières. Et maintenant, pour les obligations en devises, oui, une notation en devises étrangères est nécessaire. D'ailleurs, nous avons l'équivalent en devises étrangères. Et comme ça, l'investisseur aura une vue holistique, comme on dit, sur la capacité à faire face aux obligations financières de ces pays ou de ces entreprises. Donc, vous pouvez avoir une mauvaise note en dollars et une très bonne note en devise locale. Donc, ça permet à l'investisseur de comprendre qu'avoir une mauvaise note en dollars ne veut pas dire que vous êtes mauvais. C'est justement basé sur la structure
de votre économie qui fait que, évidemment, vous n'avez pas suffisamment de devises, donc vous êtes condamné à avoir des mauvaises notes parce que vous n'avez pas suffisamment de devises. Stanislas Zézé, en prélude à la prochaine notation financière de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si ça va avoir lieu l'année prochaine ou en 2024, comment se porte aujourd'hui la santé de l'économie ivoirienne ? Écoutez, la Côte d'Ivoire, d'ailleurs nous sommes en pleine révision, la Côte d'Ivoire a été un des pays les plus résilients vis-à-vis de cette crise sanitaire, et ça montre bien qu'elle a de fondamentaux solides qu'elle continue d'ailleurs à améliorer. Donc évidemment, elle suit une très bonne pente. Nous avons aussi remarqué qu'après justement la Covid, il y a eu un rebondissement spectaculaire de cette économie qui fait qu'aujourd'hui, pour 2022, on anticipe une croissance, il me semble, autour de 7,6%, me semble. Donc ça veut dire qu'elle est dans une position assez confortable. Maintenant qu'elle a commencé sa transformation, évidemment, forcément, d'ici quelques années, ça lui donnera encore plus, renforcer sa capacité de résilience, ses capacités d'absorption et puis son indépendance vis-à-vis des autres économies d'où elle importait la majorité de ses produits finis. Il y a plusieurs débats, Stan Zézé, sur l'économie ivoirienne. Beaucoup parlent d'un surendettement. Vous qui êtes spécialiste de la question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question d'endettement ? Est-ce que l'État ivoirien est surendetté ? Est-ce que sa capacité de remboursement est fiable ? Est-ce que c'est un État solvable ? Comment vous réagissez ? Alors, quand on parle de surendettement, c'est relatif. C'est très relatif. Le montant de la dette en lui-même peut être très relatif. Vous pouvez, avoir une dette de 10 millions et être plus endetté que moi qui ai une dette de 100 millions parce que ma capacité de rembourser, moi, est supérieure à la vôtre. Donc le facteur déterminant, c'est la capacité de remboursement. C'est le facteur déterminant. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un stock de la dette qui représente 51% du PIB. Donc, la moyenne... C'est énorme, non, dans l'UEMOA ? Justement. La norme, c'est 70%. Donc la Côte d'Ivoire, en termes de stock de la dette, est à 51%. Donc il y a une marge de manœuvre. Mais ceci dit, ce n'est même pas ça le critère le plus important. Le critère le plus important, c'est la capacité de remboursement. Et cette capacité de remboursement, c'est le taux de remboursement ramené aux recettes de la Côte d'Ivoire, aux recettes hors dons et hors emprunt. Je crois que la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, est à 34%. Ce qui est raisonnable. Évidemment, le chiffre idéal, c'est 20%, mais 34%, c'est un très bon taux. Ce que je veux dire, la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Être surendetté, c'est quand vous êtes au-dessus de 100% de votre PIB, ce qui n'est pas le cas. 51%, ce n'est pas 100%. Donc c'est pourquoi c'est relatif. Dit 22 000 milliards... c'est beaucoup d'argent. Oui, ça dépend pour qui. Quand vous avez la capacité de rembourser, non, le nombre en lui-même, le chiffre en lui-même est très relatif. Donc la Côte d'Ivoire, non, n'est pas surendettée. Elle est endettée comme tous les autres pays, mais elle a une marge de manœuvre parce qu'elle est seulement, son stock de la dette est seulement à 51% du PIB. Stanislas Zézé, un mot pour les hommes d'affaires, pour les entrepreneurs, pour tous ces jeunes qui se sont rendus compte que l'avenir, c'est dans l'entrepreneuriat. Un mot à tous ceux-là sur leur motivation, sur ce que vous avez traversé et ce que vous pouvez leur dire ce soir quant à l'avenir de nos pays, de nos économies africaines. Je crois que l'avenir de nos pays repose sur le secteur privé. Je crois que ça, c'est extrêmement important de comprendre. Et le secteur privé, ce sont les entreprises, ce sont les entrepreneurs. Donc pour moi, mettre des politiques publiques en place pour favoriser l'entrepreneuriat, favoriser les entrepreneurs est quelque chose qui serait bénéfique pour ce continent-là. Vous participez à des caravanes, excusez-moi de vous interrompre, à des caravanes pour justement motiver les entrepreneurs. Est-ce que vous avez l'impression que ces mécanismes auxquels vous faites appel, dont vous parlez de la part de l'État, sont mis en œuvre? Quelles sont les difficultés de ces entrepreneurs qui vous rencontrent, qui vous parlent, qui se confient à vous? Je crois que... Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Non, on est sur la bonne voie, mais il est important, et comme je le dis à tous les entrepreneurs, leur réussite ne dépend pas de ce que l'État mettra en place. C'est extrêmement important de comprendre. Il faut que la motivation
de créer une entreprise viennent de l'entrepreneur. Il faut que l'entrepreneur se pose toutes les questions qu'il devrait se poser avant de décider d'entreprendre. La décision la plus difficile, c'est de décider d'entreprendre. Une fois que vous avez entrepris, vous regardez votre écosystème. Ce qui existe, évidemment, vous faites avec. Ce qui n'existe pas, vous vous arrangez pour le faire exister. C'est extrêmement important d'influencer son écosystème. Et je crois que ces caravanes fonctionnent extrêmement bien. Pourquoi ? Parce que on a constaté, j'ai constaté, et la fondation à laquelle j'appartiens, Keidan, qui fait un travail extraordinaire pour promouvoir l'entrepreneuriat, et moi-même, à travers Bloomfield, tout ce qu'on fait, c'est la puissance du partage d'expérience, de chefs d'entreprise accomplis avec de jeunes chefs d'entreprise. C'est extrêmement important. C'est pourquoi, pour moi, il est extrêmement important de mettre en place des systèmes de mentorat entre les entreprises déjà établies et les startups et les petites PME pour pouvoir les booster. Le partage d'expérience qui fait finalement comprendre aux PME que tous les entrepreneurs ont finalement le même parcours. Le même parcours, s'aimer de même en bouche finalement, et que le travail, l'abnégation, être constamment en train de réfléchir à des solutions, finit toujours par vous emmener au succès. Et je crois par contre, qu'il y a une vraie volonté des jeunes Africains à innover, à rentrer dans cette logique d'entrepreneuriat. Je pense qu'ils ont tous compris l'importance de l'entrepreneuriat. Maintenant, évidemment, c'est un processus qui est 20 ans. Il y a 20 ans, on ne parlait pas d'entrepreneuriat comme on en parle aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie évolution. Et ces jeunes-là, qui sont des jeunes qui en veulent vraiment, sont vraiment en train de faire cette révolution entrepreneuriale de l'Afrique. Et à mon avis, on va y arriver. Sandézé, vous allez à présent répondre aux questions de nos internautes. La première question nous vient de Tinky Winky, je pense que je lis bien. Que pensez-vous des crypto-monnaies présentées par certains comme une solution miracle pour les économies des pays en voie de développement? La crypto-monnaie. Oui, vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle. Par contre, si ce qu'on voit à travers la crypto-monnaie, c'est de créer une monnaie commune à toutes les économies africaines, oui, ça peut être une solution, parce que pour moi, il y a trop de clivage et il y a trop de limites à la capacité des pays africains à faire du business entre eux. Les monnaies ne sont pas convertibles, les marchés sont fragmentés, les marchés des capitaux, n'en parlons pas, sont très fragmentés. Donc, si trouver une monnaie commune qui permettrait à tous les pays africains de commercer facilement, oui, ce serait une solution. La solution, que ce soit crypto-monnaie ou une autre monnaie commune, pour moi, la solution, c'est d'avoir une monnaie commune à tous les pays africains. Ce serait l'idéal. Mais peut-être qu'on devrait commencer par avoir des monnaies qui sont convertibles entre elles. D'accord. Deuxième question. La deuxième question nous dit, faut-il interdire, réguler ou laisser libre cours aux crypto-monnaies? C'est toujours cours aux crypto-monnaies. Yaya Bamba. Écoutez, vous savez, il y a des systèmes de réglementation qui sont en place. Je crois que les banques centrales réfléchissent sur la question. Je n'ai pas d'opinion particulière sur cette question, mais comme je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, pour moi, si on trouve le moyen d'avoir des monnaies qui permettraient aux pays africains, parce que c'est ce qui m'intéresse, de pouvoir commercer entre eux sans blocage, oui, ce serait une très bonne chose. Et d'ailleurs, la ZLECAf, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pour que la ZLECAf, justement, soit un succès, il faut que tous ces préalables-là soient remplis, qu'il n'y ait plus de barrières, qu'il y ait la possibilité de commercer. La libre circulation de part et d'autre. Mais c'est surtout la possibilité de commercer non seulement dans des monnaies qui soient convertibles ou dans une seule monnaie, et puis aussi de transformer les économies pour qu'on ait des choses à échanger. C'est cela. Je rappelle que la ZLECAf, c'est la zone de libre-échange. Absolument. On poursuit, avant-dernière question d'internaute de Elisabeth Kofi qui dit « L'économie mondiale est en panne, on parle même de récession en 2023. Quel impact sur les pays africains et quels conseils aux PME ?» Écoutez, je crois que les crises économiques, les récessions, c'est quelque chose c'est une chose cyclique de toute façon.
Et c'est de faire de sorte à ce que les pays renforcent leur capacité de résilience et d'absorption de ces chocs extérieurs-là. Et pour les PME, c'est pareil, hein, c'est développer les capacités de résilience. Et je crois que plus nos pays iront vers la transformation, plus ils seront de plus en plus indépendants et moins ils subiront justement toutes ces crises internationales-là. Plus vous êtes ancré dans la mondialisation et que vous êtes dépendant de la mondialisation, plus vous subissez la moindre crise mondiale. Absolument. Dernière question d'internaute, Salimata, qui dit « L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la mise en œuvre de la CMU. Croyez-vous qu'un bon système de protection sociale est facteur du développement ?» Point d'interrogation. Écoutez, le système de santé, pour moi, les priorités, c'est la santé et l'éducation. Donc évidemment, un système de santé qui permet d'avoir accès facilement à la santé pour tous les citoyens est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il faut avoir une stratégie qui permet d'avoir un système qui ne soit pas finalement budgétivore et qui ne soit pas très coûteux. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'elle veut comprendre sur la CMU, mais si c'est pour le système de santé, oui, évidemment, absolument, il faut un système de santé qui soit adéquat et qui permette à chaque citoyen de pouvoir se soigner. Sanzézé, je rappelle que ce livre, L'homme aux chaussettes rouges, a été coécrit avec Pacom, Christian Kipré. Comment s'est fait cette rencontre? Alors, Pacom est mon cousin, qui est écrivain, qui est très enseignant, écrivain, journaliste, basé à Paris. Donc, évidemment, on en a parlé plusieurs fois. Et un jour, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de partager mon expérience avec la jeunesse africaine. Et j'ai appelé Pacom et je lui ai dit, écoute, je suis prêt, on commence le livre. Ça nous a pris que 6 mois. J'allais à Paris tous les mois. On travaillait une semaine ensemble, des fois au téléphone. C'est allé très rapidement d'ailleurs. Hein. Généralement, ça prend plus de temps. Mais là, on s'est vraiment concentré là-dessus. On a vraiment travaillé énormément. Et j'ai écrit une partie du livre. Pacom a écrit une partie. Les parties que j'ai écrites sont des parties où je pensais qu'il fallait faire ressortir une certaine émotion, qu'évidemment, Pacom ne pouvait pas ressentir la même émotion que j'ai sentie moi dans les événements particuliers. Quoi. Évidemment. Voilà. 3 mois après la sortie du livre, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir impacté des vies? Mais et comment Vraiment, c'est magique finalement écrire. Je me rends compte de l'impact extraordinaire que ça a sur ces jeunes-là et les témoignages et les échanges. C'est pourquoi je multiplie les dédicaces, parce que pour moi, écrire un livre, ce n'est pas juste écrire et vendre, c'est le partage que vous voulez faire avec les lecteurs. Et ça, ça n'a pas de prix. Et je vois l'impact, il est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Et ça, je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que les moments que je passe avec les jeunes, en train de discuter, de débattre sur les livres, je trouve ça juste extraordinaire. Sanzézé, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Absolument sans réserve. Merci d'être venu. Merci Sanzézé. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis et interagi avec nous. Rendez-vous dimanche prochain dans NCI 360 pour Sans réserve. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité.